Alors dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'investis pas sur le Bitcoin. Donc c'est une question qu'on me pose souvent, que ce soit dans des commentaires, soit en live. Donc soit on me demande est-ce que j'investis sur le Bitcoin, soit pourquoi est-ce que j'investis pas dessus. Donc voilà, je fais une vidéo pour répondre à cette question. Alors d'abord, je vais vous donner la raison centrale derrière, derrière le fait que j'investis pas dedans. Et puis ensuite, je répondrai à 2-3 contre-arguments qu'on me sort à chaque fois. Donc voilà, juste avant de démarrer aussi, si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc c'est tous les critères que je regarde avant, pour choisir les actions dans lesquelles j'investis. C'est le premier lien en description. Donc allons-y. Alors la raison centrale, c'est le fait que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de valeur intrinsèque? Un actif a une valeur intrinsèque quand il génère quelque chose. Donc le plus simple, par exemple, une entreprise, donc par exemple sous forme d'action, une action c'est une part d'entreprise, une action a une valeur intrinsèque parce que l'entreprise, elle génère de l'argent, tout simplement. Un bien immobilier a une valeur intrinsèque parce qu'il génère des loyers, et voilà, tous les actifs qui génèrent quelque chose, je sais pas, une ferme, ça a une valeur intrinsèque, une forêt, ça a une valeur intrinsèque, voilà. Donc pour qu'il y ait une valeur intrinsèque, il faut que l'actif génère quelque chose. Le Bitcoin ne génère rien, l'or ne génère rien, les métaux précieux ne génèrent rien, les matières premières ne génèrent rien. Donc ce sont des actifs sans valeur intrinsèque. Et quel est le problème de ne pas avoir de valeur intrinsèque? Le problème, c'est que donc, si l'actif n'a pas de valeur intrinsèque, donc on ne peut forcément pas estimer cette valeur intrinsèque, donc quelle est la valeur réelle de l'actif en question, et donc on ne peut pas savoir si le prix actuel auquel on peut acheter cet actif, est-ce qu'il correspond à la valeur de l'actif, ou est-ce qu'il est plus cher que la valeur réelle de l'actif, ou est-ce qu'il est moins cher que la valeur réelle de l'actif? Et donc, on ne peut pas savoir à partir de là, est-ce qu'on est en train de faire une bonne affaire, ou est-ce qu'on est en train de se faire avoir, quoi. Donc pour donner un exemple sur une entreprise, il y a, sans faire une analyse poussée, juste comme ça en 10 secondes, on peut avoir une idée tout de suite approximative de l'ordre de grandeur de la valeur réelle de l'entreprise. Je vais prendre l'exemple d'Apple. Apple, voilà, on sait que sur une année, en cash, il génère à peu près 100 milliards de dollars, voilà, de free cash flow. Donc c'est le chiffre d'affaires, et ensuite on enlève toutes les dépenses, c'est le cash qui reste à la fin, c'est à peu près 100 milliards. Donc comme il génère 100 milliards en une année, si on te propose de racheter du Apple, l'entreprise entière, tu vois, tu peux racheter l'entreprise Apple entière pour 1 centime, est-ce que tu acceptes? Bah évidemment tu acceptes, tu dépenses 1 centime, et tu sais que sur un an, l'entreprise que tu possèdes maintenant, elle va générer 100 milliards, donc évidemment que tu acceptes. Donc 1 centime on accepte, 10 centimes aussi, 1 euro ou 1 dollar, bref 1 euro on accepte, 10 euros on accepte, 100 euros on accepte, 1000 euros on accepte, 10 000 pareil, 100 000 pareil, 1 million pareil, 10 millions pareil, 100 millions pareil, 1 milliard pareil, 10 milliards pareil, 100 milliards pareil. À partir de 100 milliards, à la limite on peut dire qu'on commence à se poser la question, donc, parce que 100 milliards c'est une fois ce que l'entreprise génère en une année, quoi. Ça veut dire que tu dépenses 100 milliards, et puis 1 an plus tard tu as récupéré tes 100 milliards, et ensuite c'est que du... c'est en plus, quoi. Donc sans faire aucune analyse, vraiment l'analyse la plus minimale possible, on sait que la valeur réelle d'Apple, c'est au minimum 100 milliards, et on pourrait même monter à minimum du minimum 500 milliards, quoi. Et ensuite si on se demande quelle est la fourchette haute, quelle est la valeur intrinsèque maximale possible pour Apple aujourd'hui, bah, comme ils valent 100 milliards, on va se dire qu'on pourrait pas aller au-delà peut-être de 5000 milliards, quoi. Donc en gros, on va dire qu'on est dans une tranche de x10. Mais alors que les prix possibles, c'est une infinité, quoi. On peut aller de 1 centime à des milliards de milliards de milliards. Mais on sait, juste grâce au montant qu'une entreprise génère, on peut se mettre facilement dans un écart de x10, quoi. Dans un ordre de grandeur de 10. Et donc ça permet de savoir que si un jour le prix de l'action, le prix qui est proposé pour acheter l'action, il est en dessous de cette fourchette qu'on a estimée, la fourchette large, raisonnable, on sait qu'on peut faire une énorme affaire, et si c'est au-dessus, on sait que au contraire on est en train de se faire avoir, quoi. On sait que c'est beaucoup trop cher, et pareil, si on est à l'intérieur de la fourchette, on sait que si on est plutôt vers le bas de la fourchette, ça semble plutôt être une bonne affaire, si on est plutôt en haut de la fourchette, c'est peut-être plutôt une mauvaise affaire, quoi. Donc voilà, le fait de savoir combien un actif génère, ça permet d'avoir automatiquement une idée approximative de combien vaut cet actif. Le problème avec le Bitcoin, c'est que, d'ailleurs je n'ai pas précisé, mais là je parle uniquement de l'aspect investissement du Bitcoin, hein. Je ne parle pas tous les sujets de, je sais pas, souveraineté personnelle, individuelle, tous ces sujets-là, c'est un autre sujet. Là je parle vraiment de investir sur le Bitcoin, donc acheter du Bitcoin dans l'optique qu'il prenne en valeur pour le revendre plus tard, et donc gagner de l'argent avec, quoi. Là, je parle uniquement de cet aspect-là. Et donc, comme le Bitcoin, il génère rien, bah, t'as aucune idée de quelle est sa valeur intrinsèque, et donc, d'une autre manière de dire valeur intrinsèque, c'est de dire son prix juste, quoi. Tu peux pas savoir si on te dit, ok, le Bitcoin aujourd'hui, il est à 10 euros, est-ce que ça vaut 1 euro, ou est-ce que ça vaut plutôt 100 euros ou 1000 euros? T'as pas de moyen de le savoir, quoi. T'as pas de moyen d'évaluer son prix juste. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que le prix du Bitcoin ne dépend que de l'offre et de la demande,
Et donc les actifs comme ça, donc qui n'ont pas de valeur intrinsèque et donc dont le prix ne dépend que de l'offre et de la demande, donc ce qu'on appelle les actifs non productifs, en fait ça ne rentre pas réellement par abus de langage, on dit que c'est de l'investissement, mais en réalité on est déjà sorti du cadre de l'investissement, en fait on est dans la spéculation. Quand tu achètes quelque chose qui ne génère rien pour toi, mais qui ne peut te faire gagner de l'argent que parce que tu as réussi à le revendre plus cher à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on n'est plus dans l'investissement, on est dans la spéculation. Donc ça, c'est la raison centrale pour laquelle j'investis pas sur le Bitcoin. Maintenant, il y a des contre-arguments qui viennent tout de suite quand je dis ça. Premier argument, c'est oui, mais le Bitcoin existe en quantité limitée. Et donc ça impliquerait que la valeur du Bitcoin va continuer à augmenter, quoi. Enfin, que le prix du Bitcoin va continuer à augmenter. Mais le fait que l'offre soit limitée, c'est pas un argument suffisant, parce que oui, ça fait partie des variables qui jouent dans la valeur de quelque chose, mais l'offre peut être limitée, et même l'offre peut décroître, mais la demande peut aussi baisser, en fait. Ça ne garantit pas, il faut qu'il y ait une demande suffisante en face, quoi. Et surtout, il faut qu'il y ait de la demande à des prix de plus en plus élevés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit OK pour acheter à 120 000, ensuite il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit OK pour acheter à 150 000, quelqu'un OK pour acheter à 200 000, et ça c'est pas garanti, quoi. S'il n'y a pas ça, l'offre elle a beau être aussi limitée qu'on veut, ça ne garantit pas que le prix augmente. Il y a plein de choses qui existent en quantité limitée, donc dont l'offre est limitée, mais qui valent absolument rien. Là, si je me mets à faire un dessin ou à faire un tableau, personne ne va vouloir l'acheter, quoi. Il vaut absolument rien. Parce qu'il n'y aura aucune demande pour, tout simplement. Pourtant, il y a un seul exemplaire existant. Et bon, un exemple qu'on a bien pu constater de ça, c'est les NFT. La quasi-totalité des NFT n'avait aucune valeur, simplement parce qu'il n'y avait aucune demande pour, alors que pourtant, justement, une caractéristique des NFT, c'est que ça existe en quantité limitée. Et même ceux qui ont eu une valeur à un moment donné, pour la totalité ou quasi-totalité, la valeur s'est effondrée simplement parce que plus personne n'en veut, quoi. Il n'y a plus aucune demande pour. Donc voilà, l'argument de le Bitcoin existe en quantité limitée, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant pour faire que le Bitcoin soit un bon investissement aujourd'hui, ni demain, ni hier, quoi. Parce que du coup, ça veut dire que si on achète du Bitcoin aujourd'hui, ça veut dire qu'on considère qu'il va y avoir une demande pour du Bitcoin à des prix de plus en plus élevés dans le futur. Donc ça veut dire qu'on l'achète en se disant, je pense que quelqu'un sera prêt à me le racheter plus cher, mais si on pense que cette personne voudra nous acheter du Bitcoin plus cher, ça veut nécessairement dire que cette personne-là pensera pouvoir le revendre plus cher à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça fait une chaîne infinie comme ça, et donc pour bien s'en sortir, il faut être arrivé suffisamment tôt dans la chaîne, quoi. Mais il y a forcément à un moment donné des gens qui vont se faire avoir, et voilà, ça peut représenter une majorité des gens aussi. Donc ça c'est le premier contre-argument. Ensuite, le deuxième, c'est, on me dit oui, mais le Bitcoin, pourtant, on voit bien que c'est l'actif qui a le mieux performé sur les 15 dernières années. Et cet argument, il fonctionne pas non plus, parce que il faut comprendre pourquoi les actifs ont la performance qu'ils ont. L'actif qui a le mieux performé, si on prend à des horizons de temps plus longs, parce que 15 ans, voilà, l'investissement c'est du long terme, 15 ans dans l'histoire, ça reste très court, hein. Conclure quelque chose comme ça sur seulement 15 ans, je pense que c'est un sacré pari, quoi. Sur les actions, on a beaucoup plus de recul, et en dehors si on enlève du coup le Bitcoin sur les 15 dernières années, donc c'est les actions qui ont le mieux performé à très long terme, mais on comprend la raison. Pourquoi est-ce que les actions ont mieux performé que l'immobilier, ou que l'or, que les obligations, tout ça? Parce que justement, une action, donc c'est une partie d'une entreprise génère du cash, donc elle a une valeur intrinsèque, comme par exemple l'immobilier, mais la différence des actions, c'est qu'une entreprise, elle peut réinvestir, elle peut toucher des nouveaux clients, elle peut augmenter ses prix, elle peut sortir des nouveaux produits, etc., etc. Donc une entreprise, elle a une valeur intrinsèque et elle peut faire croître exponentiellement cette valeur intrinsèque. Donc c'est une entreprise qui génère, je sais pas, 1 milliard de free cash flow, et puis l'année suivante, elle génère 10 milliards plus 10% de 10 milliards, plus 10%, plus 10%, plus 10%. Ça fait une croissance exponentielle, quoi. Donc c'est ça qui fait que les actions ont si bien performé à long terme, et donc on comprend que ça va continuer à l'avenir, si on comprend ce qui s'est passé par le passé. C'est la différence de l'immobilier. L'immobilier, ça a une valeur intrinsèque, un bien immobilier, parce que ça génère des loyers, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de croissance, quoi. Donc il n'y a pas cet effet exponentiel qu'on a sur des entreprises. Et ensuite, tous les autres actifs, donc les actifs non productifs, ont moins bien performé que ces deux-là, quoi. Et donc dans le cas du Bitcoin, jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé des personnes qui étaient prêtes à payer plus pour un Bitcoin, mais ce Bitcoin ne génère toujours rien pour elles, quoi. On ne sait toujours pas quelle valeur ça a objectivement. Et donc, comment on peut faire le pari que on n'a rien de tangible, quoi. Le fait que le Bitcoin ait très bien performé sur les 15 dernières années, ça ne donne pas d'indication sur les performances qu'il aura sur les 15 années à venir, quoi. Alors que, voilà, sur les actions, on comprend pourquoi, et donc on comprend pourquoi ça peut continuer, quoi. Donc ça, c'est le deuxième argument qu'on me donne souvent. Après, il y en a un troisième dans un style un peu différent, c'est je mets une petite partie de mon patrimoine dedans, au cas où ça explose, quoi, pour pas passer à côté de quelque chose, au cas où le prix monte beaucoup plus haut, quoi, au cas où je sois arrivé suffisamment tôt finalement dans la chaîne. Et cet argument, c'est un argument que j'entends, que j'accepte,
Contrairement aux deux précédents que je trouve pas du tout, enfin qui je trouve n'ont aucun sens, celui-là je comprends le sens, je comprends quelqu'un qui choisit de faire ça, mais c'est juste que toutes les fois où j'ai eu cette réflexion pour moi-même, donc où je me suis demandé est-ce que je devrais pas quand même mettre une toute petite partie de mon patrimoine dedans, 5%, comme ça je prends pas beaucoup de risques, et si jamais ça explose beaucoup plus loin, bah tant mieux quoi, tant mieux pour moi, j'en récolte les fruits. Mais en fait à chaque fois que je me demande si je fais ça, bah ça me fait chier parce que je me dis que ça va être de l'argent gâché, en fait j'ai l'impression de le miser au casino en fait, et cet argent je préfère soit le dépenser même, je préfère partir en vacances avec, ou bien je préfère l'investir sur des actions parce que je comprends que ça marchera jusqu'à mon dernier jour, et je comprends pourquoi quoi. Donc voilà pourquoi même cet argument, moi, il me convainc pas, même si, bon, c'est un argument que je peux comprendre, quoi. Je peux comprendre ce choix, contrairement aux deux arguments précédents. Et donc, d'ailleurs, si je devais donner mon scénario long terme que j'estime le plus probable pour le Bitcoin, quand on voit quand même le niveau d'irrationalité qu'il y a vis-à-vis de ça, le niveau d'euphorie, etc., et quand on étudie aussi l'histoire de l'euphorie financière, il y a des livres sur le sujet, je me dis que le scénario qui me paraît le plus probable aujourd'hui, c'est un scénario catastrophe en fait, où des tonnes et des tonnes de gens qui ont mis beaucoup trop d'espoir là-dessus se retrouvent ruinés quoi. Donc on verra si c'est ça qui se produit. Moi j'espère pas, hein, pour ceux qui ont mis beaucoup d'argent là-dessus, mais c'est ce qui me paraît comme ça le plus probable de tout ce que j'observe. Et donc cette vidéo je la fais surtout pour ceux qui débutent en investissement et qui achètent du Bitcoin ou des cryptos en général dans l'espoir de richesse rapide et sans effort quoi. Parce que voilà, en général, c'est typiquement les trucs qui finissent mal quoi. Et la solution la plus viable et qui est vraiment reproductible en fait, donc tu sais que ça fonctionne, c'est déjà d'entreprendre, et je dirais de préférence surtout sur internet, et d'investir une partie de l'argent que tu génères dans des actifs productifs, donc des actifs qui ont une valeur intrinsèque, donc pour lesquels on peut vraiment parler d'investissement et pas de spéculation, type actions et immobilier. Donc enfin, moi en tout cas tout ça c'est la stratégie que j'ai mis en place, hein, donc entrepreneuriat plus bourse et un petit peu d'immobilier aussi. Et avec ça tu sais que tu vas t'enrichir quoi, parce que ton entreprise va générer de plus en plus d'argent, et les entreprises dans lesquelles tu auras investi via des actions vont elles aussi générer de plus en plus d'argent, et donc t'as pas juste l'espoir de trouver un jour quelqu'un qui sera ok pour racheter ton Bitcoin au prix que tu veux, ni même au prix supérieur auquel toi tu l'as acheté quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que j'investis pas sur le Bitcoin. Et pour terminer, si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement, donc tous les critères que je regarde pour choisir les actions sur lesquelles j'investis, c'est le premier lien en description, et aussi vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran, et à plus.